Salut à tous, bienvenue sur Géophilie. Donc aujourd'hui, je vais évoquer un sujet particulier. Après avoir parlé de grands conquérants masculins qui ont fait trembler le monde et remodelé le monde, j'ai décidé de parler des exceptions. Et ce sont les femmes qui ont dirigé des pays ou même qui ont eu du pouvoir dans des pays. Une vraie singularité parce qu'il n'y a quasiment aucune société qui a laissé une place ne serait-ce qu'honorable dans ces listes de dirigeants. Donc j'ai essayé d'abord de regarder l'histoire récente du monde par continent, par exemple depuis la guerre. Dans toute l'Afrique, par exemple, vous avez eu 10 chefs d'État, ce qui peut paraître peu, mais pour l'Afrique, peut-être s'attendait pas forcément à ça. Quand même des femmes qui ont dirigé l'Afrique depuis la guerre. En Asie, vous en avez eu 16, en Amérique centrale 5, en Amérique du Sud 8, aux États-Unis 0, hein, on va y revenir plus tard. En Europe, vous en avez eu 42, mais il faut enlever les 18 femmes qui ont dirigé Saint-Marin, donc c'est un cas particulier. Ça fait un peu artificiellement gonfler le chiffre européen, même si ça reste quand même le plus gros chiffre par continent. Et en Océanie, vous en avez eu une qui a dirigé les îles Marshall. Si on compte avant la guerre tous les monarques, les reines, etc., par exemple en Afrique, il y avait eu 72, dont 27 en Égypte, parce qu'il y a eu beaucoup de reines d'Égypte, notamment 7 Cléopâtres, hein, on ne sait pas forcément qu'il y en a eu plus d'une. On croyait qu'elle était unique, Cléopâtre. Et en Asie, c'était très fréquent aussi. Dans l'histoire aussi, on a parlé de l'Empire byzantin récemment, donc comme c'est une réminiscence de l'Empire romain qui ne laissait aucune place aux femmes, puisqu'il n'y a eu aucune impératrice femme de Rome. Byzance, il y a eu 4 femmes. Maintenant, on va essayer de se pencher sur certaines civilisations qu'on connaît bien. Comparer la France avec ses voisins, par exemple, la Grande-Bretagne. Au sens large, il y a eu 15 femmes qui ont dirigé les îles britanniques, sachant que la Grande-Bretagne est beaucoup plus récente. Il y a eu des reines des Bretons, par exemple, vous voyez, à l'époque c'était des Bretons ou des Saxons. Il y a eu que 7 reines d'Angleterre, ce qui est pas mal quand même, hein. 7 reines d'Angleterre. Il n'y avait pas une loi salique stricte. Quand un roi avait plusieurs enfants, on prenait le premier fils. Mais s'il n'avait pas eu de fils, on prenait la première fille. Et donc il y a quand même eu 7 reines d'Angleterre, et parmi elles, on a 3 reines particulièrement marquantes, dont 2 Élisabeth, dont une qu'on connaît bien. Élisabeth Ier, qu'on connaît moins, mais qui a été beaucoup plus marquante parce qu'elle avait du pouvoir, elle. Elle a quand même régné 44 ans. C'est la dernière reine des Tudors, on va voir pourquoi. Quand elle était gamine, elle a été écartée du trône par son demi-frère, qui lui a préféré une demi-sœur, qui s'appelait Jane Grey. J'espère que les scénaristes des X-Men ne se sont pas inspirés d'elle, puisque en plus, elle n'a pas duré longtemps, puisque au moment où elle a été désignée, son autre demi-sœur, Marie, qui n'était pas d'accord, a levé une armée et l'a fait décapiter. Donc du coup, c'est cette Marie qui est devenue reine. Et effectivement, elle n'était pas commode, puisque Marie, pendant 5 ans, elle a persécuté les protestants, elle était très catholique, alors que l'Angleterre était déjà anglicane, protestante, suite au règne d'Henri VIII, qui lui avait tout simplement... L'Angleterre était catholique, mais il voulait répudier sa femme, et comme les rois avaient le droit de faire étrangler leur femme, mais pas de les répudier, bah, il a décidé de créer sa propre église, pouvoir répudier sa femme sans être embêté. Du coup, il a créé l'église anglicane, qui est toujours à l'œuvre en Angleterre aujourd'hui. Ça ressemblait un peu au protestantisme, on va dire. Et cette Marie, pendant 5 ans, a fait brûler des centaines et des milliers de protestants, et du coup, on l'a surnommée Bloody Mary. 5 ans après, elle meurt, et c'est Élisabeth qui prend le pouvoir. Et elle va régner quand même 44 ans. Donc elle est protestante, donc elle fait revenir le protestantisme en Angleterre. Donc, hein, à l'époque, ça changeait souvent. Hein. On était en plein siècle des guerres de religion, donc c'était pas évident. Vous étiez protestant, des fois vous étiez chez les gentils, des fois vous étiez chez les méchants. Donc là, sous Élisabeth Ier, il fallait être protestant. Du coup, elle est excommuniée par le pape. Ça rigolait pas à l'époque. Elle a même dû repousser l'invincible armada, une invasion navale de l'Espagne en 1588. Elle a réussi à la repousser. Elle a même fait emprisonner Marie Ier d'Écosse, qui était sa rivale pour le trône, en 1568. Elle a même fait exécuter 19 ans après, comme ça, pour faire bonne mesure. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a refusé absolument toutes les offres de mariage de ses prétendants qui voulaient tous devenir roi d'Angleterre. Elle était appelée la Virgin Queen. Elle n'a jamais été mariée, on lui a connu aucun amant, et elle n'a donc pas eu d'enfant, et donc elle n'a pas eu de successeur direct. La dynastie Tudor s'est éteinte avec elle, et donc ce sont les Stuarts qui ont pris la relève. Et donc elle s'est jamais mariée, vous imaginez un peu la pression qu'elle a dû subir. À chaque fois qu'il y avait un prétendant qui venait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la pression du prétendant, il y avait tout son entourage qui disait il faudrait quand même vous marier, déjà parce qu'une femme qui se marie pas, ça se fait pas, et ensuite parce qu'il fallait un successeur. Il y a eu également, beaucoup plus proche de nous, la reine Victoria, qui avait l'ancien record de durée de 63 ans comme reine d'Angleterre. Grâce à ses 9 enfants, était la grand-mère de l'Europe, puisqu'elle a marié tous ses enfants à des prétendants de trônes européens. Ce qui fait que du début de la guerre de 1914, par exemple, vous voyez 2 photos de l'empereur d'Allemagne et du tsar de Russie, c'était les mêmes. En gros, c'était des cousins et ils avaient la même tête exactement. Regardez sur internet, vous allez voir,
C'est assez drôle. Victoria, c'est l'arrière-grand-mère de Elisabeth qu'on connaît aujourd'hui. Donc elle a quasiment aucun pouvoir, hein, pour le coup. Mais Victoria non plus, elle n'avait pas beaucoup de pouvoir, hein. Mais Elisabeth, elle en a encore moins. Et elle, ça fait 68 ans qu'elle règne, donc elle a été sacrée en 1952, vous imaginez. Alors, je suis désolé pour mes parents, mais c'est l'année de naissance de mes parents. Donc c'est pas si vieux, hein, mais bon. Voilà, quand même 68 ans. Vous imaginez un peu tout ce qu'elle a vu passer. Déjà, elle est née avant la guerre. Durant tout son règne, l'apparition des ordinateurs, d'Internet, la création de l'Union européenne. Elle a été à la fois la reine de l'Angleterre qui rentrait dans l'Union européenne et la reine du Brexit. C'est la mémoire historique d'un pays et même de l'Europe et du monde, hein. On va passer à l'Espagne. C'est un pays qui a une histoire particulière puisque de 700 jusqu'à la fin du XVe siècle, la péninsule hispanique, donc avec le Portugal inclus, a été occupée et remarquablement dirigée par les Arabes, l'émirat de Cordoue, donc c'était de nombreuses possessions des musulmans, et c'est une période faste de l'Espagne, sauf que il y avait quand même des rois espagnols qui restaient au nord, et qui ont, au fil des siècles, progressé vers le sud pour reconquérir, ça s'appelle la Reconquista, reconquérir le territoire. Et il y avait notamment 3 royaumes qui s'alliaient ou qui menaient la guerre régulièrement aux Arabes. Il y avait le royaume du Portugal qui allait prendre son chemin de son côté, et vous avez 2 royaumes qui se sont alliés pour terminer le boulot, et notamment prendre Grenade, qui à la fin était la dernière zone arabe en Espagne, terminer la Reconquista et conquérir Grenade, qui sera faite en 1492. Le roi d'Aragon, donc il y avait 2 royaumes, l'Aragon et la Castille. Le roi d'Aragon va se marier avec la reine de Castille, qui s'appelait Isabelle de Castille. Le roi d'Aragon, c'était Ferdinand. Ils se sont mariés, sauf que ils ont dirigé à deux l'entité qui a été créée. Elle était autant dirigeante que lui. Ils étaient alliés ensemble pour diriger le pays. Donc on peut dire que Isabelle de Castille a dirigé l'Espagne. Ça a été une des premières dirigeantes de l'Espagne. Ils ont été appelés les rois catholiques, c'est par hasard, puisque non seulement ils ont viré les derniers musulmans d'Espagne, mais ils ont aussi profité pour virer les juifs puis les protestants, sont à l'origine aussi de l'Inquisition en Espagne, avec Torquemada, le fameux inquisiteur. Vous avez vu 1492, vous savez que Isabelle de Castille, c'est elle qui a accepté le projet de Christophe Colomb et qui a accepté de le financer, évidemment grâce à l'argent piqué aux juifs et aux musulmans. Ça, c'est elle qui a accepté d'envoyer Christophe Colomb en Amérique, enfin aux Indes à l'époque. Je pensais qu'ils allaient aux Indes. On va passer un peu à la France. On n'a pas eu de dirigeant femme, tout simplement, c'est zéro pointé. Elle a eu par contre 11 femmes qui ont été régentes du royaume, c'est-à-dire qu'au moment où leur mari soit était indisponible, soit était mort et que le dauphin était trop jeune, elles ont dirigé le pays en attendant qu'un homme puisse prendre la relève. Sauf qu'on va voir, je vais vous parler de certains exemples, que le pays n'était pas plus mal géré quand c'était elle qui était au pouvoir. Donc il y en a eu 11, je ne vais pas vous parler des 11, mais par exemple vous avez Isabeau de Bavière, et qui elle a dirigé le pays parce que pendant 10 ans, son mari Charles VI était devenu fou tout simplement, donc en attendant qu'il meure et que le fils soit suffisamment âgée, elle a dirigé le pays. Blanche de Castille, donc tout ça c'est des noms qu'on connaît, hein. Blanche de Castille, il y a un lycée à Nantes. Bon. Blanche de Castille, elle, c'était la mère de Saint-Louis. Quand elle est devenue régente, elle a dû faire face quand même à une ligue des grands vassaux du royaume qui ont voulu lui piquer la place, tout simplement voulu lui piquer le trône, donc elle a réussi à les repousser. Vous avez deux Médicis aussi, deux femmes qui venaient d'une grande famille florentine, les Médicis. Et Catherine de Médicis, elle a été la mère de 3 rois qui se sont succédés. C'était une période très compliquée puisqu'encore une fois c'était la période des guerres de religion. C'est elle qui a par exemple, pour essayer de réconcilier les catholiques et les protestants, elle a marié sa fille, Marguerite de Valois, Margot, la reine Margot, avec le futur Henri IV, le roi de Navarre, Henri. On peut penser qu'elle était plutôt pour la concorde entre les deux religions, sauf que quelques années plus tard, on pense que c'est elle qui a été l'instigatrice de la Saint-Barthélemy. En août 1572, c'est tout simplement le massacre de milliers de protestants dans toute la France, notamment à Paris et dans de grandes villes de province. Elle n'était pas si cool que ça. Une autre Médicis, Marie, c'était la femme d'Henri IV. Donc Henri IV, comme on a vu, il s'était marié avec Marguerite de Valois, mais il l'a répudiée en 1599 et il a épousé Marie de Médicis, avec qui il a eu le futur Louis XIII. En 1610, comme vous le savez, il est assassiné à Paris. Du coup, son fils, qui n'a que 8 ans, donc c'est Marie de Médicis qui prend la régence. Elle la prend un peu trop, puisque du coup, quand son fils devient majeur à 15 ans, elle veut pas lâcher le pouvoir, donc du coup, il fomente un coup d'État pour récupérer son trône, et il envoie sa mère en exil. Vous avez enfin Anne d'Autriche, qui était la mère de Louis XIV, et donc la femme de Louis XIII. Et Louis XIII, qui se souvient de ce que, du coup, que sa mère lui avait fait, avait décidé, dans son testament, de priver sa femme Anne d'Autriche de la place de régente à sa mort. Il a décidé de nommer un conseil d'hommes pour diriger le pays en attendant que son fils soit majeur. Anne d'Autriche, évidemment, elle n'a pas été d'accord quand elle a vu le testament,
Elle a fait casser le testament pour pouvoir récupérer la régence. Et ensuite, elle a lâché le pouvoir en faveur de son fils, quand il a eu 15 ans, Louis XIV. Mais vous voyez que ça n'a pas toujours été simple, même de devenir régente. Hein. Déjà, reine, elle ne pouvait pas. Alors, régente, c'était même compliqué, quoi. Bon. Donc, pour la France, vous voyez, ce sont les seules femmes, ces 11 femmes-là, qui ont dirigé le pays. C'était pas en leur nom, mais elles ont quand même effectué une régence. C'était la seule manière pour elles de toucher au pouvoir en France. Hein. En Italie, alors c'est compliqué l'Italie parce que c'est un pays très, très jeune, tel qu'on le connaît, il a que 150 ans. Il s'est unifié dans les années 1860 en unifiant tous les petits États italiens et en menant une guerre contre les Autrichiens pour récupérer le nord de l'Italie avec l'aide des Français, de Napoléon III qui voulait faire chier les Autrichiens. Avant ça, il y a eu des reines de Naples, de Sicile, tout ça. Par contre, depuis, il n'y a eu aucune femme. Par contre, au Portugal, vous en avez eu 7. Vous voyez, donc ça c'était un pays plutôt progressiste. En Russie, vous en avez eu 6 impératrices. Les plus marquantes s'appellent Catherine toutes les deux. Vous avez Catherine Ier qui a succédé à son mari Pierre le Grand, qui était connu pour être un grand modernisateur de la Russie, et qui a créé Saint-Pétersbourg, d'après son nom aussi, hein, comme Constantinople, Alexandre, etc. Et Catherine II, donc au XVIIIe siècle, elle a régné pendant 34 ans, elle est très connue, notamment parce c'était une reine qui a mené des guerres contre l'Empire ottoman en Pologne pour agrandir le territoire de la Russie. Vous pouvez également en compter 6 en Suède, par exemple. En Amérique centrale, avant l'arrivée des Européens, chez les Mayas, les Aztèques, vous avez quelques femmes qui ont régné, mais très peu. Hein. Je vous l'ai dit, en Amérique du Nord, il n'y a rien eu. Hein. Les États-Unis, par exemple, c'est censé être la plus vieille démocratie du monde, puisque ils élisent des présidents depuis presque 250 ans maintenant. Ils n'ont pas réussi à élire une femme, quand même. Hein. Donc ils font pire que nous, puisque nous, on élit des présidents depuis moins longtemps, depuis le 19e siècle. Aux États-Unis, tout le monde peut voter, mais par contre, ils n'ont jamais réussi à élire une femme. Il a fallu attendre le 21e siècle pour avoir des femmes candidates. Même nous, on fait mieux. Hein. Bon, donc c'est pas très brillant. L'Allemagne, pareil, comme l'Italie, hein, c'est un pays qui est très jeune tel qu'on le connaît. Il a une très grande histoire avant, mais l'Allemagne telle qu'on la connaît est très jeune et elle a eu, depuis sa formation actuelle, on va dire, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle, ça a été à peu près comme l'Italie. Hein. Il y a eu une femme qui a dirigé l'Allemagne, et on la connaît bien, c'est Angela Merkel. Ça fait 15 ans qu'elle est chancelière, donc Premier ministre en gros. Alors à elle seule, elle essaie de rattraper le retard des années, des décennies et même des siècles précédents, mais c'est un peu compliqué, surtout qu'elle va quitter bientôt le pouvoir. Et avant ça, l'Allemagne, c'était en gros le Saint-Empire romain germanique, donc c'était une autre résurgence, on va dire, de l'ancien Empire romain. Et donc, comme dans l'Empire romain, les empereurs étaient élus par une élite, les nobles, les princes, le Saxe, toutes les petites entités qui formaient l'Empire germanique était le plus puissant, c'était l'État le plus puissant d'Europe. Les empereurs étaient élus les uns après les autres, mais il n'y a pas eu une femme. Hein. Zéro femme qui a été élue, je suis même pas sûr qu'il y ait eu des candidates. Bon. Si on regarde les premiers ministres maintenant, par exemple, vous en avez eu 3 en Norvège depuis 1981. C'est pas énorme, mais c'est plus que nous. En Pologne, vous en avez eu 3 depuis 92. En Angleterre, vous en avez eu 2 récemment, puisque vous avez eu Margaret Thatcher il y a 30 ans, et Theresa May récemment. Le Pérou, par exemple, ils en ont eu 4 depuis 2003. Pas l'air de s'en porter mal pour autant. En France, on le sait, on n'a eu qu'une première ministre, c'est Édith Cresson, sous François Mitterrand. Et elle a pris cher, elle n'a même pas resté un an, de mai 91 à avril 92. Elle a pris cher. Est-ce qu'elle a été une mauvaise première ministre parce que c'était une femme, ou parce qu'elle a été traitée comme une femme, ou parce qu'elle était juste mauvaise, on ne sait pas. Je pense que c'est un peu de tout ça. Des ministres même. Et finalement, le concept de femme ministre en France, c'est pas très vieux, puisque par exemple, j'ai compté depuis l'avènement de la Ve République en 1958. Vous en avez eu 2 sous De Gaulle, qui a quand même régné 11 ans. Vous en avez également eu 2 sous Pompidou, qui a régné 5 ans après lui. Ensuite, avec Giscard, il y a un frémissement. Il y en a eu 9 pendant le septennat de Giscard. Et puis après, ça a un peu décollé sous Mitterrand avec 23 ministres. En gros, ça date des années 90, quoi. Un vrai phénomène de femmes ministres. Bon. Ça progresse, c'est encore long, mais ça rentre dans les mœurs. Maintenant, plus personne s'étonne qu'il y ait une femme ministre. Mais ça rentre dans les mœurs, doucement. Mais il y a encore du boulot. Enfin, on va passer à l'élection phare. Hein. C'est un peu comme Noël ou c'est comme l'Eurovision pour les Français. C'est un truc, c'est tout le monde regarde, quoi. C'est Miss France. Bon, c'est l'élection présidentielle, c'est la fête. Hein. On en parle pendant 3 ans sur 5. Les Françaises ont le droit de voter et de se présenter à l'élection présidentielle depuis 1944. À la Libération. Et en 11 élections, il y a eu 12 femmes qui se sont présentées. Et entre 1944 et 1974, il n'y en a eu aucune. Il a fallu attendre 30 ans pour qu'il y ait une candidate à l'élection présidentielle. Et elle n'a pas fait les choses à moitié, puisque c'est Arlette Laguillet qui s'est présentée ensuite pendant 33 ans consécutivement. Alors, elle ne s'est pas présentée tous les ans, hein, mais elle a raté aucune élection présidentielle de 1974 à 2007.
Elle a même eu toujours ses signatures. Pour toutes les élections ensuite jusqu'en 2007, il faut considérer qu'elle était là à chaque fois. En 81, en plus d'elle, donc vous avez Marie-France Garot et Huguette Bouchardot. Ensuite, en 88, vous avez que Laguiller. Aucune autre femme ne se présente. Il faut passer ensuite en 95, où vous avez, en plus de Laguiller, Dominique Voynet, qui se représentera ensuite en 2007. En 2002, vous avez, en plus de Laguiller, vous avez Christine Boutin, Christine Taubira et Madame Lepage. Donc ça fait quand même 4 femmes en 2002. Donc, en 2007, donc là il y a une évolution en 2007, puisqu'il y a moins de femmes qui se présentent, puisque vous avez Laguiller, Ségolène Royal et Marie-Georges Buffet. Mais Ségolène Royal, elle, parviendra au deuxième tour. Ça, c'était un événement. 2012, vous avez 2 femmes qui se présente. Donc là, déjà, elle est historique parce que c'est la première depuis 69 où Arlette Laguiller ne se présente pas. Vous avez Eva Joly et Marine Le Pen, qui se représentera 5 ans plus tard en 2017, comme on le sait, puisqu'elle atteindra le deuxième tour de la présidentielle. Ce sera la deuxième femme. À noter qu'en 2017, il y a également Nathalie Arthaud. Donc ça fait 12 femmes qui se présentent, ce qui n'est pas énorme. Il n'y a pas vraiment une progression, puisque par exemple, en 2002, vous avez 4 femmes, et à la dernière, vous en avez eu 2. Donc il n'y a pas vraiment une évolution du nombre de femmes dans l'époque moderne, on va dire. C'est pas, on est loin de la moitié. Il y a beaucoup de femmes qui se présentent, mais des femmes qui ont leur signature, il y en a beaucoup moins. On sent qu'on va y arriver. Peut-être comme les Américains qui aiment bien imaginer dans les séries que des femmes soient élues. On n'y est pas. En France non plus. En France aussi, dans Baron Noir, ils ont imaginé qu'une femme y parvienne, mais pour l'instant, on n'y est toujours pas dans la réalité. Parce qu'on pense qu'on va y arriver. On espère que ce sera ni Marine Le Pen ni sa nièce, mais pour l'instant on n'y est pas, et on est quand même très loin du compte. À noter que j'ai quand même essayé de m'intéresser à certaines sociétés matriarcales. C'est des sociétés qui sont à la marge du monde. Vous avez par exemple les Iroquois, dont j'ai parlé déjà, c'était une société matriarcale, dans ma vidéo que je vous conseille sur les Amérindiens. Vous en avez aux Comores, vous en avez en Inde aussi, à Kerala. On en a une aussi à Yunnan, en Chine, qui s'appelait l'ENA. J'ai pas tout noté, mais c'est très très rare. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne semaine.